Alors, moi je vais vous parler donc de la grande histoire de la biodiversité et de l'impact de l'activité humaine sur son évolution. Alors il n'y aura pas beaucoup d'activité humaine puisque moi je travaille dans des temps beaucoup plus anciens, bien avant l'arrivée de l'homme sur notre planète. Donc en fait on va parler de biodiversité. Donc qu'est-ce que c'est que la biodiversité? C'est la contraction en fait de diversité biologique. Ça désigne la variété et la diversité du monde vivant. Donc, dans son sens le plus large, c'est quasiment synonyme de la vie sur Terre. Alors, il ne faut pas confondre la biodiversité avec la biomasse. Alors, je vous montre un petit exemple pour vous illustrer ça. Ici, nous avons 2 espèces d'éléphants, donc une biodiversité de 2. Et ici, 2 espèces de moustiques, une biodiversité de 2. Donc, même biodiversité. Par contre, la biomasse n'est pas du tout équivalente, puisque pour les éléphants, on a 3 tonnes et seulement quelques grammes pour les moustiques. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Donc, le nombre actuel d'espèces, tout confondu, vivant sur notre planète, est estimé à 8,7 millions. Alors, ces chiffres varient énormément, donc j'ai pris le nombre le plus moyen et celui accepté le plus généralement par la communauté. Alors, la paléobiodiversité, c'est-à-dire tout ce qui a vécu dans le passé, forcément, ça va être estimé, puisqu'on va retrouver des indices, mais ce ne sera pas forcément révélateur de tout ce qui s'est passé. Donc, on estime actuellement qu'il a existé au cours de l'histoire entre 5 et 50 milliards d'espèces qui ont vécu sur notre planète, puis disparu au cours de l'évolution. Certaines de ces espèces ont disparu de manière extrêmement brutale et d'autres tout à fait lentement. Donc ça fait 99,9% des espèces qui ont vécu sur notre planète au cours des 600 derniers millions d'années et qui ont disparu actuellement. Alors, la durée moyenne d'une espèce, la durée de vie d'une espèce moyenne, c'est 4,8 milliards d'années. Alors, je sais que cette notion de temps, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, donc on va essayer de voir, si je ne me suis pas trompée dans mes diapos, comment on va faire... Pardon? Millions. 600 derniers millions d'années. Pardon, excusez-moi. Donc, appréhender l'échelle de temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on se lance dans l'histoire de la biodiversité au cours du temps. Alors, si je vous dis une vie humaine, 1 génération, 2 générations, 3 générations, tout le monde voit à peu près ce que ça fait. Si je vous montre cette photo d'un merveilleux petit garçon, c'est le mien quand il était petit, avec son arrière-grand-mère, on a donc 4 générations, donc tout le monde voit ce que ça fait. D'accord? Si je vous dis 10 générations, par rapport à 4, c'est pas beaucoup, hein, mais ça fait 250 ans. Et 250 ans, ça nous amène où? Ça nous amène sous le règne de Louis XVI. Et là, waouh! Tout de suite, on se dit, on a à peine multiplié un peu plus que par 2, et déjà, l'échelle de temps, on a l'impression que c'est très, 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 très loin. Eh bien, moi, je vais vous emmener dans une histoire où il va falloir multiplier ça des millions de fois. Donc, j'espère que vous allez me suivre dans ce voyage. Donc, si l'on compare l'histoire de la vie, l'histoire de notre planète par rapport, par exemple, à la Tour Eiffel. L'origine de la vie se situe vers 3,8 milliards d'années. Donc, on est environ encore 20 mètres en dessous du soubassement de la Tour Eiffel. Nous allons avoir, au moment de l'apparition de la vie sur la Terre, essentiellement des formations microbiennes. C'est-à-dire qu'on va avoir des microbes qui vont capter le carbonate de calcium et qui vont faire ces formations, ces encroûtements. Donc ces formations microbiennes que je vous montre ici, elles sont vieilles de 3,43 milliards d'années. Et on a découvert des formes différentes. En Australie, 11 formes différentes de vie, ce qui montre que même si elle était très primitive, la vie à cette époque était déjà bien diversifiée. Nous allons continuer notre histoire et nous allons monter jusque le premier étage de la Tour Eiffel et je vous emmène jusqu'à 3,7, jusqu'à 2,4 milliards d'années. Et durant toute cette période, on a uniquement des formations microbiennes avec des bactéries, mais qui sont photosynthétiques, c'est-à-dire qui vont libérer de l'oxygène. Nous continuons à monter et cet oxygène libéré par les bactéries va s'accumuler dans l'océan, puis va se dégager dans l'atmosphère terrestre. Et ça, c'est une des plus grandes révolutions de l'histoire de la vie sur notre planète. C'est quand on va passer d'un monde anaérobie, c'est-à-dire un monde sans oxygène, à un monde aérobie, le monde avec l'oxygène.
Donc, à partir de 2,4 milliards d'années, on va commencer à avoir de l'oxygène dans l'air. Les premiers animaux et les premiers végétaux pluricellulaires apparaissent aux alentours d'1 milliard d'années. Donc vous voyez sur notre comparaison avec la Tour Eiffel, on est déjà quand même très très haut. Et donc on va avoir des formes extrêmement simples, comme celle-ci. Je vais vous passer les noms de toutes ces bestioles parce que c'est pas ça le propos. Mais donc on va avoir des formes avec plusieurs cellules, mais qui restent extrêmement simples. Les données que possèdent les paléontologues, donc ce qu'on retrouve dans les sédiments, on va avoir des données qui sont abondantes à partir de 635 millions d'années, ou enfin aux alentours de 600 millions d'années. À partir de 600 millions d'années, on commence à bien connaître ce qui se passe sur notre planète. Et vous voyez qu'on est en fait au 3e étage de la Tour Eiffel. Donc en fait, sur toute la partie inférieure, on ne connaît pas grand-chose. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour nous. Donc nous allons voir ce qui se passe à partir de ces 600 millions d'années. Donc vous voyez, ça ne représente que 12% de l'histoire de la Terre et 14% de l'histoire de la vie. Ce qu'on connaît vraiment, ce qu'on connaît mieux. Donc je vous montre ici, donc à partir de 600 millions d'années, une courbe qui représente l'évolution du nombre de familles marines. Alors c'est très important de faire la distinction entre ce qui est marin et ce qui est entre-continental, parce que les données ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a beaucoup plus d'informations sur ce qui est marin. Et donc, en fait, l'évolution de la biosphère, comme vous voyez, au cours des temps géologiques, donc on va partir de 600 millions d'années pour arriver à l'actuel en haut, vous voyez que cette évolution, en fait, elle n'est pas régulière. Cette courbe, c'est pas une grande ligne droite qui nous emmène d'un point à un autre. Donc, en fait, on va avoir des phases où l'on va avoir une augmentation très importante de la biodiversité. Ça veut dire que l'on va avoir plus d'apparitions d'espèces que de disparitions. Donc on va avoir des augmentations du nombre des espèces. Donc ces phases de diversification, elles vont se produire ici, dans ce qu'on appelle le Cambrien ordovicien, c'est-à-dire en gros de 600 millions d'années à 445 millions d'années. Et une deuxième phase qui va se situer ici, à partir du Trias, de la fin du Trias, donc à partir de 200 millions d'années, grosso modo jusqu'à l'actuel. On va avoir des phases de stabilité, c'est-à-dire où on aura grosso modo autant d'apparitions que de disparitions. Donc c'est ce qui va se passer ici, au Silurien et au Dévonien, et un peu plus tard au Carbonifère et au Permien. Alors j'emploie des mots un peu barbares, j'en suis consciente, mais c'est difficile de l'éviter. Ensuite, on va avoir, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va avoir des phases de crise, c'est-à-dire qu'on va avoir des disparitions d'espèces, des disparitions de familles en très très grand nombre. Donc on va avoir la courbe de biodiversité qui va faire des chutes très importantes dans les nombres de familles marines, comme vous pouvez le voir ici. Donc ces chutes de biodiversité, ces crises, on en reconnaît 5 majeures, ce qu'on appelle le 5 majeur. Vous avez tous entendu parler de la 6e extinction. Mais si on parle de 6e extinction, c'est parce qu'il y en a eu 5 avant. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter en un temps record. Donc, en quelques minutes, je vais essayer de vous présenter les faits les plus importants dans l'histoire de la vie sur notre planète depuis 600 millions d'années. Alors, quelque chose qui va être très important, c'est l'explosion de la vie sur notre planète. Je vous ai dit qu'à partir de 600 millions d'années, grosso modo, on commençait à avoir beaucoup d'informations. Et si on a beaucoup d'informations, c'est parce que les choses sont fossilisées de façon plus importante et vont pouvoir nous donner des informations. Donc nous sommes ici, à la fin du Précambrien, et on a découvert dans le site d'Ediacara, vous avez peut-être entendu parler, qui est un gisement à fossilisation exceptionnel. Nous sommes dans le sud de l'Australie, et vous voyez ici ces sédiments qui n'ont pas l'air très, très sympathiques à vue d'œil, et pourtant, ils renferment un très grand nombre d'organismes. Alors ce sont des organismes à corps mou, un peu style méduse ou choses comme ça, et qui forment des galettes, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, ou qui sont incrustées. Ce sont des formes plates, toutes molles, et il faut donc des conditions exceptionnelles de fossilisation pour qu'on puisse les retrouver. Donc vous avez ici une reconstitution de ce à quoi ça pouvait ressembler, donc des espèces de choses qui pouvaient ressembler à des méduses, ou d'autres qui étaient un peu plus plates et fixées sur le fond.
Et ces faunes d'Ediacara, eh bien, on les a retrouvées dans le nord de la Russie, en mer Blanche, et également au Canada. Donc ça, c'est la première phase, la plus importante, c'est cette explosion cambrienne. On appelle ça aussi le deuxième Big Bang, puisque c'est l'explosion de la vie sur notre planète telle que nous la connaissons. Ensuite, nous allons continuer à monter un petit peu dans le temps et nous allons arriver aux alentours de 542 millions d'années. Et une grande révolution dans l'histoire de la vie sur notre planète, c'est l'apparition du squelette. Ça va permettre aux organismes de se dresser et de pouvoir résister aux pressions extérieures. Alors ce squelette, il peut être interne, comme le nôtre, ou il peut être externe, comme des coquilles par exemple. Et donc, les premières apparitions, ce qu'on appelle les small shelly fossiles, c'est-à-dire les petits fossiles avec une carapace, eh bien, ils peuvent être différents. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez une petite carapace qui est articulée dorsalement. Et donc, ou des formations qui vont permettre aux organismes de se dresser, mais surtout de résister. Et ici, vous avez des exemples de spicules, ce qu'on appelle des spicules, c'est-à-dire, c'est par exemple ce qu'il y a dans les petites éponges. Donc, ce sont des squelettes internes qui vont permettre aux organismes de résister. Et pour nous, c'est absolument magique, parce que ces squelettes, on va les retrouver dans les sédiments. Quand on a des organismes mous, la matière organique se détruit aussitôt que l'organisme est mort. Mais pour nous, les squelettes, c'est absolument magique. Et c'est ça qui va nous aider à avoir des informations sur l'histoire de la vie sur notre planète. Toujours dans ce Big Bang, mais de façon un peu plus jeune, au niveau du Cambrien, c'est la faune du Burgess, qui est aussi une faune exceptionnelle dont vous avez peut-être entendu parler. Ce Burgess, il est situé en Colombie-Britannique, au Canada, dans l'ouest du Canada, et on va rencontrer ces formes ici. Alors c'est ce qu'on appelle des trilobites. C'est le seul fossile que je vais vous citer, parce qu'il est emblématique du Paléozoïque. Donc on appelle ça trilobite. Alors tous les étudiants retiennent ce mot-là, hein, il n'y a aucun problème. Et donc parce qu'il y a 3 lobes, il y a un lobe antérieur, qui est la tête, le céphalon, un lobe médian et un lobe postérieur. Et il y a aussi 3 lobes sur le côté. Donc voilà. Donc les trilobites, ce sont des arthropodes qui vivent posés sur le fond marin et qui sont des animaux emblématiques du Paléozoïque. Alors on va avoir d'autres arthropodes, hein, comme ici ceux avec les grandes épines, ou des choses comme ça qui vont déjà nous évoquer un petit peu les crevettes. Donc ce sont les lointains ancêtres. Et on retrouve aussi des phylums, des groupes qui n'existent absolument plus actuellement. Mais à ce moment-là, on a les bases des faunes que l'on va rencontrer tout au cours des temps géologiques et qui existent encore actuellement. Pas tous, mais il y en a encore qui existent actuellement. Hop. Donc, ici, des représentations d'artistes. Alors, dans mes présentations, j'utilise énormément les illustrations de Karen Carr, qui est une dessinatrice, une illustratrice scientifique américaine, qui a un talent fou et qui a surtout le mérite que ce qu'elle dessine, c'est la vérité scientifique. Elle est extrêmement proche de la réalité et elle fait des choses absolument magiques. Donc voici à quoi pouvait ressembler un paysage au Cambrien, dans les mers. Alors nous avons nos trilobites ici, et puis des bestioles qui nageaient, des éponges, des algues. Et ici, une reconstitution en 3D de la Malocaris, qui est l'animal emblématique du Cambrien. Donc, après l'émergence de la vie au Cambrien, bien la vie continue à se développer dans les mers peu profondes de l'Ordovicien, donc ici, et donc tout se passe bien, la vie se développe pendant 65 millions d'années. Alors j'insiste sur ce point, il n'y a pas de vie sur les continents à cette époque-là, on est uniquement en milieu marin. Donc sur une période qui va nous emmener aux alentours de 545 millions d'années. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, je savais que je le ferais. Et là va se produire, à la fin de l'Ordovicien, la première des 5 grandes crises. À cette époque, aux alentours de 440 millions d'années, 85% des espèces marines vont disparaître. C'est le premier grand changement climatique après l'explosion cambrienne. Et donc, c'est ces glaciations extrêmement rapides qui va être suivies d'un réchauffement tout aussi rapide, donc un changement climatique très, très rapide, va faire qu'un très grand nombre d'espèces vont disparaître. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples des bestioles qui vont disparaître à ce moment-là. Donc, première crise à la fin de l'Ordovicien, et donc j'insiste sur le fait qu'il n'y a toujours pas de vie connue à ce jour à l'Ordovicien.
Après cet épisode de crise, eh bien, la vie reprend son cours, les animaux et les plantes reprennent le dessus. Donc vous avez ici des exemples de la vie au cours du Silurien dévonien, de 440 à 360 millions d'années, et apparaissent sur le continent les premiers végétaux. Alors au début, c'est une flore qui est très petite, très, comment dire, rudimentaire, mais la flore commence à apparaître sur le continent. On appelle ça la terrestrialisation des plantes. Alors, il y a un mot que l'on utilise couramment dans les médias et même chez certains scientifiques, qui est la conquête des continents. Alors, nous, on a horreur de ce mot-là, parce que personne n'a décidé de partir à la conquête des continents, ni les plantes, ni les animaux. Ils se sont retrouvés isolés, bien malgré eux, parce que la mer est partie ou des choses comme ça, et ils ont dû s'adapter. Donc, on préfère le terme de terrestrialisation. Et cette terrestrialisation, ça va être quelque chose d'absolument fantastique. Les plantes vont réagir à une vitesse absolument phénoménale, et entre cette période du Silurien dévonien et ce qui va se passer après, les plantes vont avoir un essor absolument fantastique. Donc, à la fin du Dévonien, va se produire la seconde crise, qui donc se situe aux alentours de 370 millions d'années. À cette époque, 75% des espèces marines vont disparaître. Pourquoi ? Suite à un réchauffement climatique extrêmement brutal, qui va être accompagné d'une anoxie des eaux, c'est-à-dire que les eaux vont être très pauvres en oxygène. Et les animaux et les plantes marines ont besoin de cet oxygène pour vivre. Donc la chute de l'oxygène va jouer en la défaveur des organismes. Et à cette époque, on va avoir des chutes de météorites. Donc on a tendance à vouloir mettre des chutes de météorites partout, mais vous allez voir que ce n'est pas partout. Il y en a effectivement quelques-unes qui sont tombées à cette limite, à cette époque-là, et qui ont ajouté des facteurs aggravants à cette crise de la fin du Dévonien. Donc on va avoir tous ces poissons cuirassés, en particulier, là, qui vont disparaître. Et après, eh bien, la vie va reprendre son cours, et nous allons avoir l'explosion des forêts, des grandes forêts houillères du Carbonifère et du Permien, entre 350 et 252 millions d'années. Nous allons avoir sur le continent des fougères qui peuvent atteindre 30 mètres de haut, qui sont absolument gigantesques. Ça va être aussi le règne des arthropodes sur le continent. La terrestrialisation des animaux s'est produite au début du Carbonifère. Donc on va avoir par exemple je cherche un nom vulgaire, des grands arthropodes qui peuvent atteindre 2 mètres de long, ou des libellules gigantesques qui peuvent avoir une envergure de plus de 2 mètres, et toujours dans ces forêts composées essentiellement de fougères géantes. Et l'on va avoir aussi les premiers vertébrés qui vont commencer à se développer sur le continent. Dans les mers, eh bien, là aussi, une vie extrêmement abondante, extrêmement diversifiée, qui se développe avec des poissons cartilagineux, des sortes de requins. Vous avez ici des ammonoïdés, des brachiopodes, toujours nos trilobites, on est toujours au Paléozoïque. Et vous avez donc une vie complètement foisonnante qui se développe ici à la fin de ce qu'on appelle le Paléozoïque, c'est-à-dire entre 360 et 250 millions d'années. Et il y a 250 millions d'années, ça, c'est vraiment la catastrophe. Pratiquement toute la vie sur notre planète va disparaître. C'est l'événement le plus grave, le plus dramatique, le plus drastique qu'ait connu notre planète. Plus de 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres sont éradiquées. C'est-à-dire que pratiquement toute la vie a disparu de notre planète. Alors, c'est un phénomène extrêmement compliqué où il y a énormément de choses qui entrent en jeu. Mais si l'on veut simplifier à l'extrême, il y a d'abord une très forte baisse du niveau marin, c'est-à-dire que la mer va se retirer et alors c'est pas, on va pas perdre quelques centimètres, on va perdre 250 mètres verticales d'eau. Il va y avoir une très très forte augmentation de la température, donc là encore, variation climatique. Des éruptions volcaniques absolument gigantesques, ce sont les trappes de Sibérie. On va avoir des milliers de mètres de lave qui vont se déposer.
et sur des superficies absolument gigantesques. Et ensuite, on va avoir, avec l'augmentation de la température, les eaux qui vont perdre leur oxygène. Donc là, c'est vraiment la catastrophe totale. Et vraiment, on se demande comment on a fait pour pouvoir s'en sortir. Oui, donc là, ce sont quelques exemples des organismes qui ont complètement disparu à cette époque-là, et en particulier les trilobites. Ils disparaissent complètement à la fin du Permien. Les coraux, alors les coraux, dans toutes les crises, ce sont les premiers affectés. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Et puis, on avait des organismes qu'on appelle les anapsides, parce qu'ils ont des trucs dans la tête. Bon, bref, tout ce groupe de grands vertébrés va disparaître aussi. Et puis, malgré tout, la vie est très, 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 très puissante. La résilience était absolument gigantesque. Et on va, au cours du Trias, c'est-à-dire entre 250 et 200 millions d'années, eh bien, la vie va reprendre son dessus. Mais une des caractéristiques de cette crise, c'est que le retour de la vie sur la planète va être très, très lent. Donc ici, vous avez une représentation de ce à quoi pouvait ressembler le Trias inférieur ou le Trias moyen. Et puis, à la fin du Trias, là, on va commencer à avoir des bestioles qui parlent plus à tout le monde. Eh bien, ce sont les tout premiers dinosaures qui vont apparaître à la fin du Trias. Pas de chance, la 4e crise se produit à la fin du Trias, aux alentours de 200 millions d'années. Alors, ce n'est pas la plus importante, hein. On ne perd que 40 ou 50% des genres à la suite d'un très très fort volcanisme, et là aussi des chutes de météorites associées à des changements climatiques. Alors, il faut savoir que les très fortes éruptions volcaniques, eh bien, il y a des cendres qui vont gêner le soleil, donc on va avoir des refroidissements, et ensuite avec ces éruptions volcaniques, on va avoir des dégagements de gaz toxiques, du CO2, du méthane, qui vont provoquer des effets de serre, vous en avez tous entendu parler. Donc les organismes qui vont disparaître à cette limite Permien-Trias, vous en avez quelques exemples ici. Et la vie reprend son cours, et là je vais vous dire des mots qui vont déjà plus vous parler, j'en suis sûre. Nous allons avoir le Jurassique et le Crétacé avec les dinosaures. Donc les dinosaures vont conquérir tous les milieux, que ce soit les milieux marins, vous avez des dinosaures marins, et tous les milieux terrestres, les milieux aériens, ce sont des reptiles qui vont absolument conquérir tous les milieux. Et là aussi, ce qu'on va avoir, c'est énormément de céphalopodes, des pieuvres ou des ammonites. Je pense que c'est des mots qui vous parlent. Et donc ça, c'est au Jurassique. Et au Crétacé, eh bien, ça continue. On a toujours ces dinosaures absolument terrifiants avec des ammonites. On a l'apparition aussi des crocodiles. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais ce qui est très, très important et qui passe souvent inaperçu à cette époque, c'est l'apparition des plantes à fleurs. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la reproduction des plantes, les plantes à fleurs qui apparaissent au Crétacé. Donc, dans ce monde idyllique, tout a l'air de bien se passer jusqu'à la 5e crise, c'est celle de la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, où l'on va avoir la disparition de tous les dinosaures non aviens, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas affiliés aux oiseaux, puisque vous savez que les dinosaures, ce sont des oiseaux. Non, les oiseaux sont des dinosaures, plutôt. Voilà. Et donc vont disparaître toutes ces charmantes bestioles, et les ammonites aussi vont disparaître. Et dans le milieu récifal aussi, nous allons avoir les rudistes qui vont disparaître. Alors, cette crise du Crétacé, la fin du Crétacé, eh bien, c'est un volcanisme extrêmement intense, ce qu'on appelle les trappes du Décan, situées en Inde. Une chute de météorites dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, et là encore, des changements climatiques. La vie reprend toujours ses droits après toutes ces catastrophes naturelles. Donc on arrive au Paléogène, entre 65 et 23 millions d'années. Les dinosaures ont disparu, donc les mammifères vont prendre la place. Il n'y a plus personne pour les embêter, donc hop, ils vont se développer. De même que les oiseaux, mais il n'y a plus personne pour les embêter dans les airs, donc ils vont se développer. Donc on va avoir deux radiations parallèles, celle des mammifères et celle des oiseaux. Alors bon, comme on s'intéresse quand même beaucoup à nous, les premiers primates, pardon, je me suis trompée, je ne sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait une bêtise. Je suis incapable de me servir de ces machins-là, je ne sais pas ce que j'ai fait.
La technique et moi, ça fait 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas? Je suis désolée. Voilà. Alors, c'était la diapositive d'avant. Voilà. Donc, les premiers primates, ce qu'on appelle les prosimiens, vont apparaître aux alentours de 60 millions d'années. Et les premiers singes, nos lointains cousins, vont apparaître aux alentours de 40 millions d'années. On continue à monter dans le temps. On arrive au néogène, c'est-à-dire que pour moi, ça y est, on est presque arrivé. Et on va avoir aux alentours de 15 millions d'années la diversification des homininés, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés et les hommes, ainsi que les ponginés, c'est-à-dire les orang-outans. Et la lignée des hominini, c'est-à-dire l'homme, la lignée de l'homme, eh bien, c'est aux alentours de 7 millions d'années. Et nous arrivons maintenant au quaternaire, donc ça y est, pour moi l'histoire est pratiquement finie. La lignée humaine va se développer à partir de 2,5 millions d'années, et l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, à partir de 300 millions d'années. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un très très rapide survol de 3,5 milliards d'années d'êtres vivants. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que 99,9% des espèces qui ont vécu sur notre planète ont disparu de manière tout à fait naturelle. Même si ça a été brutal, même si ça a été violent, tout ça était parfaitement naturel. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de la vie depuis son apparition, il y a une espèce, Homo sapiens, qui domine en biomasse l'ensemble de la biodiversité, avec tout ce qui participe à son alimentation et à son consommation. Et cet Homo sapiens, c'est nous, on modifie les processus naturels et on cause l'extinction en masse d'autres espèces par destruction extrêmement rapide des biotopes. C'est cette notion de rapidité qui est fondamentale pour comprendre la 6e crise. Et donc nous arrivons à cette 6e crise, celle dans laquelle nous sommes. Alors, de nos jours, eh bien, il y a toujours les phénomènes naturels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a les astéroïdes qui tombent, il y a des volcanismes, des tremblements de terre, des tsunamis, des changements climatiques qui sont tout à fait naturels, liés au cycle de notre planète. Mais par contre, nous, sur tout ça, sur toutes ces choses qui sont des choses naturelles, eh bien, nous rajoutons la déstructuration et la fragmentation de l'habitat, l'introduction d'espèces alloctones, invasives. L'homme déplace des espèces. Vous avez tous entendu parler des algues qui se développent suite à des dépôts sauvages ou l'écrevisse américaine qui vient manger les nôtres dans nos rivières. Donc tout ça, ce sont des introductions d'espèces alloctones. La pollution, l'eutrophisation, la destruction directe des espèces par la surexploitation et les changements climatiques qui malheureusement sont dus, qui sont de notre fait, et donc certains de mes collègues parleront bien mieux que moi. Donc je vous montre ici un petit diagramme qui vous montre ici le début de la révolution industrielle. Ça, c'est le nombre d'espèces qui disparaissent. Donc vous voyez ici de 1500 à 1600, 54 espèces, de 1600 à 1722, de 1700 à 1860, et là, ici, actuellement, nous sommes à 396. Bon, c'est un compte qui est fait, mais qui est indicatif. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais c'est indicatif. Ce que je voudrais vous montrer pour terminer, c'est ces deux courbes, que je ne commenterai pas plus avant, mais qui donnent à réfléchir. Donc le point de départ, c'est toujours la révolution industrielle. C'est à partir de ce moment-là que tout va basculer. Vous avez ici la courbe de l'évolution de la population humaine. Nous sommes actuellement 7,8 milliards d'habitants sur notre planète. Alors il y a deux évolutions possibles. Il y a l'évolution optimiste qui dit que ça va diminuer et que nous ne serions plus que 7,3 milliards en 2100. Et puis des estimations beaucoup plus alarmistes qui prédisent que nous pourrions être 15 milliards sur la planète. Ce que je trouve intéressant, c'est la diapositive d'à côté, où vous avez ici les petits points qui représentent en fait la biomasse des humains, donc de l'espèce humaine, ici, et de toute la mégafaune qui nous est liée, c'est-à-dire le bétail qu'on mange, les poulets, tout ce que vous voulez. Et ici, c'est tout ce que nous utilisons comme stock vivant,
les productions alimentaires, ce qu'on fait manger à nos animaux pour les manger nous après. Donc cette biomasse qui explose de façon absolument énorme depuis le début de la révolution industrielle. Donc ce que je voudrais surtout insister, c'est sur la rapidité de cette crise. Je vous ai parlé de temps très long. Pour nous, un événement brutal à l'échelle paléontologique, c'est 1 million d'années. Et ici, sur 150 ans, on va avoir des taux d'extinction qui sont pratiquement identiques à ceux que l'on a dans les temps paléontologiques, naturellement, sur 1 milliard d'années. Donc je pense qu'il est vraiment temps de ralentir si l'on ne veut pas arriver à une sixième catastrophe. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie Crasquin. Écoutez, je vous invite à me rejoindre. Vous voulez me laisser tout seul? et nos deux autres invités aussi. Allons-y, on va reprendre nos discussions. Merci pour cette passionnante épopée. Un petit peu effrayante aussi, vous le disiez vous-même. Je ne m'attendais pas forcément à cette chute-là. Ça commençait avec aussi beaucoup d'images et certaines belles images. Je passerai les libellules de plus de 2 mètres qui me faisaient un peu peur, mais pour le reste, la conclusion est effectivement un petit peu effrayante. Peut-être juste pour éclaircir ce dernier point, quelque chose qui aggraverait d'autant plus la situation actuelle, si elle est déjà grave, c'est la surpopulation. Vous parlez d'une projection pessimiste, vous avez dit, je crois, catastrophique, qui nous amènerait à être 15 milliards d'humains sur Terre dans moins d'un siècle. On entend plein de choses à faire, on sait qu'on a tous notre rôle à jouer pour essayer de freiner un petit peu tout ça, et on entend parfois la question de tiens, il ne faut pas faire des enfants, c'est pas écologique de faire des enfants, c'est résumé de façon un peu grossière. Je pense que votre voisin aurait quelque chose à nous en dire là-dessus, mais peut-être juste un mot pour dire, c'est un vrai enjeu selon vous réel, ou alors ce n'est qu'une conséquence et il y a tout ce qu'il y a autour qui est prioritaire? Oui, en fait, le problème, à mon sens, c'est l'augmentation de la population humaine, mais c'est surtout avec tout ce dont on a besoin. Si vous voulez, c'est pas l'humain en soi, le nombre d'habitants en soi, c'est tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous habiller, on a une consommation encore et même dans les pays les moins développés, il y a un minimum. L'accès à l'eau, c'est quelque chose qui entraîne des consommations d'électricité, de choses. C'est une chaîne, un enchaînement de choses qui est vraiment très important. Et plus on sera nombreux sur la planète, c'est sûr, plus on aura de besoins et plus cette chose s'emballe et ce mouvement devient assez infernal. Éric Guiliardi, peut-être avant qu'on vous entende tout à l'heure, vous avez peut-être une réaction à faire sur ce qu'on vient de voir. Oui, juste pour. Alors, et par contre, je crois que c'est le masque qui est là. Non, c'est. Il fallait juste allumer voilà. le micro. Merci beaucoup. Peut-être un chiffre pour illustrer ce que vient de dire Sylvie, c'est entre 1850, l'ère industrielle, et aujourd'hui, la population de la planète a été multipliée par 7, mais les émissions de dioxyde de carbone, pour prendre un seul indicateur, il y en a beaucoup, ont été multipliées par 50. Donc ce n'est pas juste un problème de population, on pourrait y revenir après. Très bien, vous faites bien de le préciser. Peut-être votre voisin Miko Contenté, je sais que vous êtes un amoureux de la nature. Encore une fois, ce qu'on vient de voir, outre cette fin qui est réelle mais effectivement un peu tragique, c'était aussi des belles images. La nature, c'est aussi ça. Vous allez nous parler tout à l'heure de votre intérêt personnel pour la nature et sans trop déflorer ce dont vous allez nous parler. Je sais, en préparant la rencontre avec vous, que vous me disiez chacun a son intérêt à participer à diminuer, on va dire, l'impact de l'homme sur la planète. Et vous disiez très simplement, certains, ça peut être juste pour le plaisir d'apprécier la nature. Alors là, très concrètement, on en a vu une bien belle de nature. Ça illustre un petit peu, je crois, votre propos de tout à l'heure. Ah mince, le micro encore n'est pas allumé par en dessous, ouais. Alors sinon,
Du coup, j'ose pas vous donner mon micro avec toutes ces affaires. Si, Voilà, j'ai peur qu'il soit impropre. Je voulais aussi réagir sur le sujet de la surpopulation. J'ai lu un article récemment qui disait que les 1% des plus riches de la planète polluent davantage que les 50% les plus pauvres. Donc pour moi, le problème, je ne voudrais surtout pas qu'on oppose nature et homme. Bien sûr, la surpopulation peut poser un problème, mais ce n'est pas le problème principal. S'il y a plus d'égalité, s'il y a plus d'éducation, la surpopulation va naturellement diminuer et la pollution aussi. Donc c'est très important de se rappeler que on n'est pas nécessairement tous des prédateurs de la nature. On peut être en soutien de la nature. Beaucoup de populations dans l'histoire ont prouvé que ce rapport à la nature peut être très sain. Et cet équilibre naturel peut revenir naturellement, malgré le monde civilisé dans lequel on est, c'est tout à fait envisageable. Et la précision, effectivement, méritait d'être apportée. Un dernier mot, peut-être, Sylvie Krasker, pour terminer sur ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a un point de vue, alors je ne sais pas, de la paléontologie ou de vous-même en tant que paléontologue, sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, à savoir je ne sais plus exactement comment l'appeler, alors peut-être largement parlons de crise climatique et on aura l'occasion de le préciser un petit peu avec Eric Ghigliardi tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a un point de vue de la paléontologie ou de la paléontologue que vous êtes sur la crise climatique actuelle, ou alors vos réflexions professionnelles, on va dire, s'arrêtent à un moment donné dans le temps? Ce qui est très important de noter, moi je pense que c'est un peu ce que j'ai voulu dire, c'est que la paléontologie, ça donne une dimension temps très importante sur les phénomènes naturels. Et je pense que c'est ça. Bon, les changements climatiques, ils existent et ils sont mis en évidence comme cause de toutes les extinctions, alors qu'elles soient majeures ou les petites qui sont entre deux. À chaque fois, on a des problèmes de variation climatique. À chaque fois qu'ils sont causes. Et les premiers organismes qui sont touchés, c'est les organismes de type coraux. Alors quand on voit les coraux actuellement qui blanchissent, signal d'alarme, en général, c'est pas très bon signe. Mais c'est surtout ça, le regard de la paléontologue, c'est de se dire que c'est des choses... Bon, les changements climatiques, c'est quelque chose de naturel, mais le problème, c'est l'accélération. C'est surtout... Il n'y a qu'un message que je voudrais vous donner et qui puisse passer, c'est la vitesse à laquelle les choses se passent actuellement par rapport à ce qui s'est passé naturellement au cours de l'histoire de l'évolution de la biodiversité. Alors peut-être pour faire la transition avec votre voisin...